Salut Raphaël, Salut Gaël. bienvenue sur Aventure Humaine. Je suis ravie d'être là. Je suis ravi de faire ce deuxième épisode, on va dire, ensemble, puisque j'ai eu l'honneur d'être invité déjà sur Bulle de Bonheur, ton podcast, Exactement. porté haut en couleur, haut en positivité par 2 minutes de bonheur, ton Exactement. entreprise. On va parler de tout ça. On va parler, on va voyager, je pense, dans ce podcast. On va beaucoup rire, beaucoup sourire. On va partager, à mon avis, voilà, une bonne heure de good vibes. Je te laisse te présenter et puis on va suivre le flow de la discussion. D'accord, avec joie. Bon, d'abord, merci de m'inviter. Je suis vraiment ravie d'être là. Écoute, 2 minutes de bonheur, c'est toute une aventure. C'est fait quelques années de bonheur même. Je suis thérapeute à l'origine, en fait. Même si je reviens un petit peu en amont, j'ai fait du commercial. Je me suis arrêtée parce que j'ai eu quelques enfants. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'on ne m'avait pas livré ces petites bêtes-là avec un mode d'emploi. Donc, il fallait que j'aille chercher un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait, comment ça réfléchissait et pourquoi de temps en temps ça réagissait de manière assez inattendue. Oui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touche à l'humain. Et j'ai commencé par des groupes de parole de parents. Et puis là-dessus, en fait, je suis un peu tombée dans la marmite. Et, et j'ai commencé à aller explorer, à aller chercher tout ce qui touchait à l'humain. Et ça me fascine complètement parce que je me rends compte que quand j'ouvre une porte en me disant « Yes, j'ai compris », et ben la porte que j'ouvre, il y en a encore 10 derrière. Donc en fait, c'est un puits sans fond. Un puits sans fond, un chemin qui ne s'arrête pas. Ouais. Et ça m'enthousiasme. Et puis comme je suis très curieuse, ça me va bien aussi. Et du coup, de fil en aiguille, de comprendre comment autour de l'éducation ça fonctionnait, je suis commencé à être éducateur à la vie pour aller parler aux enfants affectivité et sexualité, parce que c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant, parce que quelqu'un qui a une affectivité qui est bien construite et quelqu'un qui souvent a pas mal de ressorts dans la vie face aux difficultés. Et du coup, poser cette affectivité, si moi je pouvais aider les jeunes que je rencontre à poser un petit peu cette petite pierre de l'affectivité, écoute, je suis partante. Donc j'ai fait ça comme pas mal de temps. Puis je suis allée plus loin, j'ai fait du conseil conjugal et familial pour aller accompagner, aider des personnes qui sont en difficulté ou qui rencontrent des difficultés, souvent de communication. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, toujours dans la marmite, me voilà aujourd'hui praticienne en psychologie positive, je suis sexologue, je suis allée même plus loin, j'ai fait de la synergologie. Alors ça paraît un peu un gros mot, tout ça. Ça, je ne connais pas. C'est en fait toute l'étude du non-verbal. Ah oui. Donc c'est comprendre que tous les gestes qu'on peut faire, en fait, ils sont préverbaux. Et que, du coup, dans les accompagnements, c'est quelque chose qui est très instructif. Ça me permet de pouvoir aller saisir des émotions. De déceler. Exactement. Ce qui peut être bloqué, les personnes en retrait, les personnes qui n'ont pas dit en fait ce qu'elles pensaient vraiment. Exactement, tout à fait, absolument. Et puis de temps en temps aussi voir des colères qui montent. Ouais. Et du coup d'aller dire, mais là il me semble que vous avez l'air d'être en colère. Et du coup ça permet de faire tomber en fait des émotions comme ça qui sont très fortes et de pouvoir en parler, parce que si elles pointent leur nez, c'est qu'elles ont des choses intéressantes à raconter. Et puis donc, à écouter toutes ces personnes que j'ai donc en un accompagnement, je me suis rendu compte, comme je le disais tout à l'heure, que ces personnes-là viennent toujours un peu avec la même problématique, qui est celle de, on a du mal à communiquer. Alors, donc premier constat. À l'ère des réseaux sociaux, c'est impressionnant, mais oui, on n'est pas du tout outillé. Exactement. Donc, on a oublié. Premier constat. Et puis deuxième constat, comme tout ce qui touche aux études, etc., ça me passionne. Il y a une étude qui a été faite à Harvard sur le bonheur et qui m'a particulièrement marquée, même impactée. Et en fait, il y a à peu près 75 ans, ils ont regardé une population donc, de personnes qui sortaient d'Harvard et des personnes qui sortaient des quartiers défavorisés de Boston. Et ils les ont analysés tous les ans. Mais une analyse en posant des questions, mais aussi avec un médecin pour regarder leur niveau physique, comment ils allaient, etc. Et puis au bout de 60 ans, 65 ans, ils ont fait un stop et ils ont regardé. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une constante. Et que finalement, les gens heureux, c'était pas ceux qui avaient une belle voiture ou un gros compte en banque bien fourni ou un bel appartement, mais en fait, c'était ceux qui étaient en lien avec leur entourage et avec leur famille.
Et ça m'a vraiment particulièrement touchée en me disant, mais le lien social, le lien humain, c'est quelque chose de fondamental. C'est pas à toi que je vais raconter ça, alors que tout ce que tu fais, c'est l'aventure humaine. Donc cette humanité, elle est vraiment fondamentale. Tout ça, c'était un petit peu avant la période du Covid. Ouais. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'idée, avec une autre collègue conseillère conjugale, de pouvoir créer des jeux qui permettent de pouvoir partager, échanger, mais aussi que ça dure pas trop longtemps. Parce que le troisième constat que j'ai fait, c'est que communiquer, vivre des moments de qualité avec son entourage, c'est pas évident. Parce qu'on est happé par l'organisationnel. Qui va chercher les enfants? C'est plus du tout aujourd'hui le long repas dominical qui prend une journée à préparer, à réaliser et à digérer. On n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps pour ça. Et à côté de ça, je trouve que de temps en temps, on devrait le prendre. Justement, s'il est dominical, c'est que c'est qu'une fois par semaine. Mais le temps de préparation, quand il se fait à plusieurs, ça va très vite. Et c'est un super moment d'échange. Exactement. C'est là où tu crées du lien. Encore plus. Ouais. Exactement. Quand tu partages et que tu fais... Alors moi, j'adore c'est un peu mon péché mignon. J'adore la cuisine, j'adore la bonne nourriture, le bon vin, tout ça. C'est vraiment des choses qui m'enchantent. Et être autour d'une table, de pouvoir partager, échanger en mangeant des choses qui sont particulièrement bonnes, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de mieux quand même. Il n'y a rien de mieux. Je trouve que c'est une belle étincelle de vie. Mais il y a d'autres moments de qualité qu'on peut créer. Absolument. Et du coup, ces moments de qualité, ces moments de qualité, donc difficiles à avoir parce qu'on est effectivement beaucoup dans l'organisationnel. Comme je le disais, tiens, tu prends rendez-vous chez le médecin, tiens, qui va faire les courses, n'oublie pas d'acheter ci, etc. Avec les gens qui sont autour de nous, avec les enfants, dépêche-toi, va plus vite, t'as pas fini tes devoirs, range ta chambre. Et on se pose quand? Pour pouvoir justement échanger, partager. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup besoin de temps. Et c'est pour ça de ce nom de 2 minutes. Donc ces jeux 2 minutes et que j'ai créé, un pour le couple, 2 minutes mon amour, donc pouvoir vraiment échanger en couple, 2 minutes en famille, donc pour la famille nucléaire qui vit au même endroit, 2 minutes ensemble pour les rapports intergénérationnels et 2 minutes les filles qui sont véritablement pour les femmes entre elles, que ce soit mère-fille ou entre copines, pour pouvoir partager, échanger, et puis travailler un petit peu toutes les fragilités que les femmes peuvent avoir en général. Donc voilà, donc véritablement... Très complet, et en utilisant les mêmes outils, mais adaptés, personnalisés sur toutes ces thématiques qui en fait sont universelles. Exactement, exactement. Et puis j'ai pris un soin tout particulier à écrire chacune de ces cartes parce que j'aime bien utiliser cette image en disant que c'est un petit peu comme un iceberg. Et en fait, les cartes, c'est un peu que la partie émergée de l'iceberg, mais derrière, on va travailler tous les fondements de la relation. Et pour ça, j'ai beaucoup regardé, réfléchi, lu, pour vraiment enrichir toute ma boîte à outils de plein de connaissances en fait sur la relation humaine et de regarder quelles étaient les choses qui étaient importantes d'aller travailler et à quel niveau. Donc en fait, chaque mot sont assez pesés, sont assez réfléchis pour que d'une part, on crée du bon moment, d'autre part, qu'on ne se gueule pas, évidemment. Et puis que ça puisse être compréhensible pour tous. Si dans le jeu, il y a un mauvais gagnant, un mauvais perdant, que ça s'envenime, en fait, là, c'est perdu. Exactement. Mais c'est pas ça. Exactement. Mais ceci étant dit, il m'a fallu quand même, pour le premier jeu que j'ai sorti, celui sur le couple, des tests. Et tu veux des petites anecdotes? Ah ouais. Les premiers retours. Les premiers retours. Des divorces. Non, quand même pas. Mais par contre, il y avait une question que moi je trouvais particulièrement intéressante et qui était un de tes défauts que j'ai fini par apprécier. Et moi, je trouvais que c'était une belle manière de pouvoir dire à son conjoint combien on l'avait accueilli comme il était. Parce qu'on a dépassé ces premières périodes, quoi. Exactement. Puis les frictions qui sont inévitables dans n'importe quel couple. Hein. Et du coup, je trouvais que la question était particulièrement intéressante. J'arrive, j'offre très fièrement mon jeu à cet ami qui nous recevait. Et puis, on était quand même assez nombreux. Et là, il tire la carte. Il tire des cartes. Et puis, les couples
échangeaient. Et j'étais à côté d'un couple qui tombe sur cette carte-là. Et elle lui dit, en souriant, Moi. moi, c'est tes ronflements. Et en fait, l'homme est parti d'une colère noire en disant mais comment est-ce que tu peux dire ça de moi? Mais c'est vraiment pas sympa. Après ça, il a boudé tout le reste de la soirée. Et je ne sais pas comment le couple a terminé. Et je les souhaite s'être rabibochés quand même. Et je me suis dit cette question, on va la mettre de côté. En fait, c'est une bonne question, mais ça montre encore une fois que la communication, on fait toujours mieux passer le message quand on part du jeu. Et sans attaquer l'autre, même si c'est pas vraiment le but, on attaque un défaut de l'autre. Exactement. Donc en fait, j'ai vraiment réorienté les choses de manière tout est très positif. Et ces cartes, en tous les cas pour celle du couple, mais d'ailleurs que ça soit pour l'intergénérationnel, c'est que qu'on soit en couple depuis 3 mois ou 30 ans, elles sont possibles. Et en intergénérationnel, c'est pareil. Encore plus. Qu'on ait 5 ans ou 7 ans et qu'on en ait 97 ou 107, je ne sais pas. La question est compréhensible par tous. Et c'est la même question. Et pour moi, c'est ça qui est important. Elle est intemporelle. Exactement, intemporelle. Et puis la question qu'on va se poser, chacun peut y répondre avec ses mots. Et c'est une manière de se découvrir. Et ça, je trouve que c'est très important. Là, je viens d'avoir la vision. Dans 200 ans, utiliser ces jeux, j'adore. Exactement. Et d'ailleurs, il y a des questions qui sont intéressantes. J'ai vu des grands-parents avec des petits-enfants jouer. Il y a une des questions, c'est quel est mon moyen de transport pour aller à l'école? Donc la question semble assez anodine. Et en fait, le grand-père a raconté qu'il y allait à pied en culotte courte, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et qu'il faisait ses 5 km à pied matin, midi, soir, parce qu'on rentrait déjeuner. Et que les enfants racontaient que c'était la trottinette, des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et ça permet aux enfants de comprendre les évolutions, la chance qu'ils ont, un petit peu toute cette... et puis aller refaire tout ce mode de vie, quoi. Exactement, puis faire un plongeon dans l'histoire aussi, un plongeon dans l'histoire, parce que ça s'est passé juste après la guerre, vous avez connu la guerre, et paf, la discussion, elle est partie. Ça me fait penser à 2 épisodes qu'on a enregistrés sur Aventure Humaine. Enfin, un qu'on n'a pas enregistré mais qu'on a reçu en cadeau, c'est le témoignage de ma grand-mère. Première semaine du confinement, mon père m'envoie un fichier, je l'écoute, c'est le témoignage de ma grand-mère à 80 ans qui avait été enregistré 20 ans plus tôt. Extraordinaire. Donc ma grand-mère était décédée depuis et j'ai ce cadeau-là où elle balaye principalement ses premières années de vie en plus, donc entre 2 guerres, et donc une pépite. Une vraie pépite, un vrai cadeau. Et un autre épisode qu'on a enregistré avec Familéo, que tu dois bien connaître. Que je connais très bien. Et qui, vous êtes vraiment sur le même alignement de faire parler, faire communiquer à travers le papier, à travers le jeu, le concret, pas à travers les réseaux, ces 3 générations, quoi. Complètement. Et puis ce que fait Familéo, c'est vraiment génial. D'ailleurs, Armelle de Lesquin, je l'ai interviewé dans Bulle de Bonheur. C'est vraiment une très très belle initiative et qui revient mettre du lien dans le quotidien, et c'est dans le quotidien des seniors, et c'est tellement important. Et du coup, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que avec le jeu de Minutes Ensemble, qui au départ, tel que moi je l'avais imaginé, je me suis beaucoup inspirée des relations que j'avais avec ma grand-mère, que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai beaucoup parlé, échangé. Si je suis celle que je suis, c'est aussi grâce à elle. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise et surtout très touchée de voir qu'en fait le jeu, il a complètement dépassé la sphère internationale familiale pour aller s'installer dans tout le monde de la silver economy, où finalement des aidants les utilisent avec leurs patients, leurs bénéficiaires, là, comme ils les appellent, et que en fait ça revient mettre de l'humanité dans leur quotidien. Aussi bien pour les aidants que pour les bénéficiaires. J'ai entendu un homme qui me racontait que Robert, il est 88 ans, il m'a dit, vous savez, grâce à vos cartes, je ne suis pas qu'un corps malade. J'ai trouvé ça, mais j'en ai encore des frissons rien que de raconter. C'est fantastique. C'est une super mission. Il n'y a pas mieux comme mission au quotidien. Je trouve que c'est
un autre témoignage qu'on a eu très récemment d'une personne qui, pareil, qui allait visiter des personnes âgées et lui propose de jouer. Elle lui dit, vous savez, moi, je déteste jouer. Alors elle a dit, bon, ben, tant pis, je vais remballer mes cartes. Puis elle se lance quand même, elle dit, mais écoutez, j'en sors quand même une. Sort une carte et puis ils échangent. Et puis en partant, c'est un monsieur aussi un peu renfrogné, il dit, bon, la semaine prochaine, vous revenez avec les cartes. Hein. Donc mission accomplie. Elle revient donc avec les cartes. Et puis à la fin de cette deuxième rencontre, avec donc 2 minutes ensemble, là, le monsieur lui dit, vous savez, vous m'avez posé des questions, maintenant ça va être à mon tour de vous en poser une. Est-ce que vous pourriez m'aider à parler de ma mort à mes enfants? Parce que je ne sais pas comment faire. Eh bien ça, merci 2 minutes ensemble. Ça libère. Ah oui. Tous ces grippages, tous ces blocages, et puis surtout cette génération de aujourd'hui nos grands-parents, aujourd'hui demain nos parents, qui ont vécu dans beaucoup de secrets en famille, intergénérationnel. On parlait pas de beaucoup de sujets. On mettait un joli couvercle dessus, de plomb, et les couvercles partaient avec la génération. Et donc ça va vraiment libérer, ça va apporter plus de légèreté. C'est pas le problème qu'il y ait des secrets de famille, ou qu'il se soit passé des choses dans les familles. C'est le secret qui fait du mal. Et puis c'est toute la complexité d'exprimer ses émotions. Il est certain que d'aller évoquer son départ avec ses proches, oui, c'est beaucoup d'émotions. C'est de la tristesse inévitablement, c'est peut-être pour certains de l'incompréhension. Donc il y a plein de mots à aller mettre sur ces moments-là. Et aller partager, aller descendre sur un registre plus émotionnel, c'est là que la complicité, elle va se créer. C'est pas en se disant ce soir on se fait une bolo ou une bolognaise. Ok, oui, quand on va la manger, oui, on va y créer du lien. Et là, ce qui est important, c'est d'aller créer cet espace de parole. C'est ce que je dis très souvent, créer un espace de parole d'égal à égal, surtout quand on n'est pas de la même génération, qui va permettre de créer de la complicité, qui va permettre de créer cette entente, cette écoute, cette bienveillance aussi. Et cet accueil de l'autre différent, que je trouve quelque chose qui est vraiment très important. Donc bientôt, un jeu de cartes un peu plus professionnel pour les équipes, peut-être. Alors, 2 minutes ensemble, mais il est multifonction. Il est multifonction. Il est multifonction parce qu'il sert très bien en équipe aussi. D'ailleurs, petit secret de notre équipe, c'est qu'on démarre toutes les réunions avec une carte. Et vraiment, alors, pourtant, c'est quand même moi la fondatrice et la présidente de cette entreprise, mais je me rappelle plus de ce que mes collaborateurs m'ont raconté en retour de cartes que de ce que... de leur avancement dans leur projet. Exactement. Et parce que je pense qu'on est sur un registre qui est plus émotionnel, et du coup, en tous les cas, moi j'ai peut-être cette mémoire-là. Mais c'est comme le podcast. Hein. Oui. Donc, je trouve que ces échanges, cette simplicité dans les échanges, cet accueil de l'autre, c'est quand même vraiment merveilleux. Bon, là, on a fait un bon plongeon dans ce que fait 2 minutes de bonheur, mais comment tu l'as créé? Et en plus, au moment où tu l'as créé, tu as beaucoup voyagé, vous êtes expat depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans. Donc, en 15 ans, vous avez fait combien de pays? 3. La Belgique, le Québec, et on est aux États-Unis maintenant. Oui, j'ai failli rebondir sur Harvard, vous êtes voisins. Absolument. Boston, ça y est. Donc, mais il y a le Covid, j'y suis depuis pas très longtemps, mais je rêve parce qu'il y a quand même pas mal de pontes qui travaillent sur le bonheur qui sont à Harvard. Et maintenant que tout ça est derrière nous, j'ai envie d'aller les écouter parce que je sais qu'on peut les écouter en auditeur libre et ça, j'adorerais. Ah ouais. Et puis, moi, je crois que je vais commencer à suivre un MOOC. Ouais, mais ça, j'en ai suivi pas mal. C'est quand même fantastique. C'est quand même magique d'avoir ce savoir et toutes ces études accessibles. Quand on veut creuser, quand on veut approfondir un sujet, une activité, on a la matière. Exactement. Je dirais que c'est une des merveilles en fait de la technologie d'aujourd'hui et que vraiment qui a été profondément accélérée par le Covid, c'est d'avoir cet accès à ce savoir qui est devenu quand même extrêmement facilité. Et je trouve que c'est fantastique. Et du coup, donc tu lances 2 minutes de bonheur. Vous êtes en Québec? On allait quitter la Belgique.
En fait, toutes oui, exactement. Tout ça, c'est juste avant de quitter la Belgique, je sors les premières cartes et qui s'appelait au départ Fall Lover parce que c'était celle pour le couple. Et puis en arrivant à Montréal, en fait, à Bruxelles, avant, j'avais mon cabinet, je faisais des formations, enfin, je travaillais à plein temps. Et tu étais en mode indépendante, solo? Oui, oui. Et puis là, en arrivant donc, à Montréal, j'avais beaucoup plus de temps et c'est là où je me suis dit, je vais développer ça à plus grande échelle. Et puis, du coup, j'ai changé le nom là, avec la conseillère conjugale avec laquelle j'avais commencé. On s'est séparés parce qu'elle voulait rester vraiment dans le domaine de l'accompagnement, alors que moi, j'avais vraiment envie de développer les jeux. Et du coup, voilà. Et au début, il y a une impulsion à deux. Il y a une impulsion à deux pour les premiers jeux, pour le demi de mon amour. Et puis après ça, j'ai continué. Mais aujourd'hui, on a vendu 100 000 jeux. Donc c'est quand même une belle étape de franchie. Et j'ai envie de continuer. Enfin, j'ai l'ambition, si ça peut en être une, que les jeux de 2 minutes soient un peu comme le Uno de la relation. Ah oui, voilà, le Uno, le Millboard. Celui qu'on a chez soi. On a toujours un jeu dans la boîte à gants. Et chez soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi des cartes, parce que j'ai voulu quelque chose de très nomade, quelque chose qui puisse s'emmener absolument partout, parce que c'est pas prise de tête. Il n'y a aucune contrainte. Aucune contrainte. Mon jeu maximum c'est de toi minutes. qui en as eu des contraintes. Exactement. Donc ça, c'est vraiment... c'est un plaisir immense que d'avoir créé ça, de voir la joie que ça peut apporter, les témoignages qu'on peut entendre. Et pour les couples, pour les familles aussi. Il y a des familles qui l'accrochent sur le frigo parce qu'il se ferme avec un aimant. Et donc, les familles l'accrochent sur le frigo et ils me disent... alors, il y en a qui me disent, dès que les enfants se disputent, ce qui arrive quand même dans toutes les familles, je prends les cartes et puis les enfants tirent une carte et paf, tout se passe bien. Et j'imagine aussi, sur le frigo, en famille, il y a souvent ce planning. Oui. Alors, qui peut être source de tension, comme on vient de le dire, au début. Donc, je pense, si c'est un petit truc qui se passe mal, un retard ou quelque chose qui coince, on tire une carte et... Donc, du coup, c'est vraiment très, très rigolo. Et puis après ça, j'ai voulu aller plus loin. Et c'est là où j'ai lancé le podcast Bulle de Bonheur. Parce qu'en fait, tout ce que je lisais, toutes les connaissances en fait que j'ai accumulées, plus toutes les formations que j'ai pu faire, qui me servent pour écrire les cartes, j'ai eu envie aussi de les consigner, de les raconter dans le podcast. Et du coup, je suis partie de tout ce que j'entends dans mes accompagnements, parce que ça, je continue à en faire, parce que j'aime garder ce terrain, d'être au plus près de ce que vivent les personnes. Et en fait, je pars d'interrogations que me font les personnes que je peux accompagner et je viens y apporter un changement de regard. Et donc parce que c'est ce que je dis souvent, par rapport à un événement, il y a toujours plein de facettes et on a tendance à en voir qu'une seule. Et pourquoi pas aller en explorer d'autres. Et en fait, c'est ce que je propose à travers Bulle de Bonheur, c'est d'avoir un autre regard sur les événements. Et tout ça, j'accompagne ça souvent d'études, d'outils. Donc c'est très concret, hyper pratique, bourré d'exemples. Et à la fin, je propose une petite mise en route qui permet de pouvoir explorer ou essayer ou de tenter quelque chose. Sans parler qu'on termine toujours par une petite mousse, qui est une citation. Et donc, chaque semaine, la petite mousse est différente. Alors ça, c'est les restes de ma vie en Belgique, parce que c'est quand même les grands spécialistes de la bière, bien qu'au Québec, ils soient quand même aussi très forts. Et en France, de plus en plus. De plus en plus. Vive la francophonie. Exactement. Et du coup, cette petite mousse, elle peut être douce, ambrée, cuivrée... Voilà, et du coup avoir des goûts un peu différents aussi. Elle peut être plus amère et du coup c'est très amusant et je prends beaucoup de plaisir à les faire, ces podcasts. Ouais, et puis tu es très régulière et ça c'est évidemment le signe de fondation solide et d'une ligne éditoriale qui avait été pensée. Donc comment tu l'as pensé assez rapidement, tu l'as posé, tu l'as testé un peu. Comment tu l'as Alors ça a été très long. C'est Alban qui parlait au début du podcast, avec qui on a travaillé là-dessus, mais ça nous a mis
presque 9 mois à accoucher. réfléchir et à accoucher. Au départ, on voulait faire une discussion de deux copines qui se racontaient comme on peut l'être quand on promène des enfants et en se disant, bah, tiens, on a des choses compliquées à partager. Et puis en fait, on a fait des tests, ça n'allait pas du tout. Et du coup, c'est là où on l'a recoupé autrement. Donc il y a le Sam chicote, donc ça c'est pareil, c'est le petit souvenir québécois. Donc quelque chose qui chicote, c'est quelque chose qui nous travaille, qui nous tourne dans la tête. Donc ça, il est dit en général par une autre voix que la mienne. Moi, derrière, je propose... J'explique le constat, on va refaire une définition pour bien expliquer dans quel contexte en fait on va aller travailler le sujet. Et puis j'essaye d'aller vraiment très en profondeur et sur un sujet très petit. Donc on va parler par exemple, si on va parler de la gentillesse, je pourrais peut-être faire presque 4 podcasts sur cette thématique-là. Ouais. C'est la gentillesse vis-à-vis de moi-même, la gentillesse en famille. Donc en fait, j'essaye de rester très pointue parce que je trouve que c'est comme ça qu'on va un petit peu plus loin et puis qu'on peut aller chercher des choses véritablement intéressantes. Et puis ensuite, je propose ce changement de regard et puis cette mise en route derrière. Et tu t'es entouré tout de suite directement pour le matériel, le montage, tout Alors, ça. on a fait tout un benchmark pour trouver les bons micros, le bon machin. Après ça, j'ai trouvé un monteur. Et puis, la régularité, un podcast, c'est à peu près un minimum de 8 heures de travail avant de préparation. Donc là, j'ai une équipe, je suis entourée d'une équipe qui m'aide parce que seule, j'arriverai pas à tout faire. Et puis moi, il me faut peut-être 2-3 heures pour enregistrer le podcast derrière. Complètement, ouais. Ouais, complètement. Puis après ça part au montage. Et puis ça en sort ce que vous pouvez entendre et ce que les auditeurs peuvent entendre derrière. Vous pouvez évidemment cliquer sur le lien. Et on est ravis d'accompagner Bulle de Bonheur depuis 1 an. C'est pas fini. Oui, exactement. Ce n'est qu'un début d'aventure. Non, c'est vraiment... Je pense que les retours pareils, c'est hyper sympa. On m'envoie des petits mots vraiment très sympas d'ailleurs, que tout le monde n'hésite pas à aller mettre un petit commentaire si vous écoutez sur Apple Podcast, parce que d'abord, ça nous fait toujours plaisir. Et puis si, je commence toujours les podcasts par un petit témoignage. Donc très souvent, si vous me faites un témoignage, je les reprends fréquemment de personnes qui me racontent combien le podcast leur a fait du bien, ou alors sur les cartes. Et du coup, c'est très amusant. Ouais, tout l'écosystème que tu as construit, il est hyper riche et il y a des vases communicants dans tous les sens, quoi. Exactement, parce que du coup, j'ai un troisième pan là que je suis en train de sortir là, qui sont des coffrets. Ouais. Et dans ces coffrets, les coffrets s'appellent Un temps pour. Et donc il y a un temps pour deux et un temps pour soi. Donc un temps pour deux, c'est tout ce qui va tourner autour du couple. Et un temps pour soi plus au niveau un peu plus individuel. Et l'idée, c'est de travailler un petit peu tous ces changements de vie, tous ces changements qui sont source de déséquilibre. Et du coup, tous ces déséquilibres, c'est chouette quand ils peuvent être un petit peu accompagnés. Et mon idée, c'est de proposer un accompagnement qui soit à la fois simple, ludique et riche. Donc ce sont des beaux coffrets qui sont pareils dans une boîte aimantée, parce que je suis très sensible à l'esthétisme. Et donc les fiches qui sont à l'intérieur sont très, très colorées, très, très ludiques. Et en fait, j'ai imaginé une lecture très fractionnée. Parce que dans un monde, justement, où on va vite, on est vraiment dans cette idée de 2 minutes de bonheur. Donc on n'est pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour aller puiser du bonheur et aller en chercher. Et du coup, cette lecture fractionnée, elle permet de pouvoir s'arrêter un peu quand on veut. Et je traite la même thématique sous plein d'angles différents. On revient à ces histoires de facettes. Donc, il y a un angle scientifique, il y a des témoignages, il y a des avis d'experts, il y a des outils, etc. C'est un peu comme on dit, une publicité doit être... apparaître ou doit être lu 7 fois pour qu'elle ait quelque chose, là, tu as 7 angles différents peut-être. Il y en a 15 même. 15 angles. Ouais, 15 angles différents. C'est génial. Et du coup, c'est très sympa. Il y a des petits défis. Il y a pareil des liens avec des podcasts à écouter sur ces thématiques-là. Et alors, du coup, aujourd'hui, j'ai traité 2 thématiques. J'ai traité le couple et le passage à la retraite. Et puis derrière, j'ai plein d'idées qui vont venir derrière, parce que les changements de vie, on en vit tous. Ouais, et de plus en plus. De plus en plus. Et voilà. Et ce petit accompagnement qui se fait en fait à son rythme. Et puis surtout, de manière, c'est pareil, c'est sans prise de tête. Moi, ça, c'est un de mes maîtres mots, c'est pas de prise de tête, on se fait plaisir.
Et on se fait le plaisir en lisant, en expérimentant, parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on s'approprie les choses. Tout ça quand même, du coup, avec ces changements de pays, de culture, de ville, et avec la petite famille à chaque fois embarquée, est-ce que au bout de 3 fois, tu as eu quelques clés, tu as eu quelques méthodes? Comment tu débarques dans une nouvelle ville, te recréer du lien, recréer un petit peu toutes ces habitudes que tu connais maintenant et qui sont positives? Est-ce que tu as une petite lecture, une prise de recul là-dessus? Je dirais que la première chose, quand on arrive en famille, en général, c'est qu'il y a un projet de travail derrière. Je trouve que c'est important qu'il y en ait un des deux qui, au début, ait son projet qui soit un peu plus en retrait pour permettre l'installation sociale de la famille. C'est-à-dire que l'adaptation pour les enfants, parce que c'est comme une grosse rupture tout de même que de partir à l'étranger. On a besoin de retrouver des nouveaux codes, parce que ça paraît idiot, mais tout est différent. Alors là, quand on a fait la Belgique et le Québec, la langue était la même, c'était le français, mais bon, aux États-Unis, c'est l'anglais. Mais on a besoin de reconnecter à ces nouveaux codes, de comprendre comment fonctionne le pays à tous les niveaux. Après ça, c'est comprendre aussi le système dans un supermarché. Ça peut paraître idiot, mais les premières fois, c'est pas forcément si simple. Je sais que je suis allé dans un Walmart et on peut acheter un fusil. Voilà. Par exemple. Par exemple, c'est des petites choses comme ça qui sont... Tu peux arriver en Belgique et à la caisse, on te dit vous voulez le compte juste? Alors dis évidemment, bien sûr, je veux le compte juste. Et en fait, c'est la possibilité de pouvoir retirer du cash. Et du coup, ça a été partie des petites incompréhensions. Donc, ça vaut pas mal de fou rire au départ parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas, qu'on gère pas très bien. Une route qu'on devrait mettre 10 minutes pour y aller, on met 3/4 d'heure parce que on a mal compris le GPS et on n'y comprend rien. Enfin, donc c'est quand même assez rigolo et assez étonnant. Donc ça fait partie je trouve, des clés de lecture. Cette première clé, c'est celle-là, c'est que on a besoin de temps. Ne pas se mettre de pression et prévoir, voilà, dans la famille quand même un pilier un petit peu plus, un support un peu plus important. Ouais, ça je trouve que c'est important. Puis la deuxième chose, c'est être profondément curieux de ce qui entoure, curieux de la découverte, de la rencontre de nouvelles personnes, curieux du pays, de la culture. Quand je suis arrivée en Belgique, moi j'étais absolument persuadée que tout le monde entier pensait comme un Français. Mais j'ai vite compris que non, c'était pas possible. Et du coup, ça m'a ouvert à davantage encore d'écoute, d'empathie. Dans la différence. Dans la différence pour aller comprendre. Du coup, s'intéresser à l'histoire du pays, dans lequel on est, qu'est-ce qui se passe, les ressorts. Et ça, c'est très intéressant. Et est-ce que tu as eu est-ce que tu as des partages, des anecdotes avec vos enfants? À chaque fois, ça s'est bien passé. On a eu des petites parties de rigolade aussi, de trucs qu'on comprenait pas. Il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui a un accent québécois qui est tellement prononcé qu'en fait tu comprends pas ce qu'il dit. Et alors tu te regardes et tu te dis non mais là j'ai pas tout compris. Donc c'est assez rigolo. Et ils sont venus à Boston? Non, les enfants ne sont pas venus à Boston. Donc, par contre, on est parti Belgique, oui, et puis Québec, oui. Ok. Donc, et est-ce que maintenant, sûrement, dans leur vie, peut-être, du coup, leur carrière et leur vie d'adulte, ça les a impactés aussi, inévitablement. Ces changements, cette ouverture d'esprit, cette internationalisation? Clairement. Je pense que déjà, ça bouge ton adaptabilité. En fait, tu vois, je trouve que c'est un excellent moyen de mieux se connaître soi-même. Parce que de temps en temps, on est face à des choses qu'on ne comprend pas bien et en fait, qui nous font prendre conscience d'un petit peu qui on est et où sont nos limites. De nos manques, de ce qu'on peut approfondir ou modifier. Exactement. Et puis je pense que dans les enfants, tous les enfants n'ont pas la même adaptabilité. Oui. Et donc ça, en tant que parent, c'est important d'en prendre soin de ça, de prendre celui qui a besoin de plus de temps,
Je me rappelle quand on est arrivé à Belgique, on en avait une qui avait 12 ans. Moi, je pensais que ça se passerait un peu sans problème avec cet âge-là. Et en fait, pas du tout. Ça a été épouvantable. Elle détestait tout, le pays, tout. Elle pleurait tous les soirs. Donc ça commençait à m'inquiéter parce que l'année avançait, janvier, février, c'était toujours pareil. Je veux quitter ce pays. Pourquoi est-ce que papa a accepté ce travail ici? Quelle drôle d'idée. Je veux repartir et tout. Et puis tous les soirs, je passais du temps avec elle en lui disant « Mais si, tu sais, on est très heureux ici, papa est très heureux dans son travail et tout, on est bien, tous tes frères et sœurs, ça se passe bien. » Et puis à force de guerre-lasse, de lui expliquer ça, un jour, je me suis dit « Bah, tant pis, je vais un peu tenter mon va-tout. » Je dis « Écoute, c'est pas compliqué, je vois que t'es malheureuse ici. Bah écoute, c'est pas grave. Ben, tu peux repartir si tu veux. » Et puis, on te mettra pensionnaire quelque part. Et puis, tu peux repartir. Écoute, je te laisse 3 jours pour réfléchir. Alors, je suis partie pas très à l'aise en me disant... si elle me dit qu'elle veut partir à 12 ans, je serai un peu emmerdée, mais... pardon, un peu ennuyée. Qu'est-ce que j'ai planté? Et puis... Et en fait... Au bout de 2 jours, elle me dit, j'ai pris ma décision. J'ai dit, très bien. Elle me dit, je reste. Je dis, bon, très bien. Pourquoi? Intérieurement, ouf. Et puis, je dis, mais tu sais ce que ça va impliquer? Oui, me répond-elle, je vais commencer à essayer de m'adapter. Il s'était passé 6 mois. Peut-être que j'aurais peut-être pu poser cette question un peu plus tôt. J'en sais rien, ou c'était son moment à elle. Du coup, voilà, elle, ça a été plus compliqué. L'adaptation a été plus compliquée. Et... si elle n'avait pas vécu ça, potentiellement, elle avait une personnalité très têtue. Qu'elle a toujours. Qu'elle a toujours. Elle a peut-être arrondi un peu, mais... ça dépend pourquoi. Si elle attend 6 mois avant de potentiellement lâcher un peu, dire, bon, en fait... ils sont plus têtus que moi. Tout à fait. Il y a ça. Et puis, mais son analyse est parfaite pour dire c'est à moi de changer. Complètement. Si je veux être heureuse. C'était juste parfait. Et puis du coup, je trouve que, à travers même cet exemple, je trouve que moi aussi, c'est venu aussi de me questionner au niveau de l'éducation. Parce que effectivement, toute la part de l'écoute, elle est fondamentale et j'en suis mais plus que largement convaincue. Et que ce côté de compréhension, d'émotion, elle est hyper importante. Mais au bout d'un moment... Je dirais, et même plus que... c'est pas des vases communicants, je pense que c'est 2 pieds qui ont besoin d'être bien ancrés. Et à côté de ça, je pense que l'enfant, il a besoin d'un cadre qui va le sécuriser. Et qu'à l'intérieur de ce cadre, il peut évoluer en toute liberté. Et donc la compréhension, l'écoute va être là-dedans. Et peut-être que dans ce cas présent, avec cet enfant, peut-être que j'aurais dû poser peut-être un cadre un petit peu plus tôt et que j'ai beaucoup écouté son désarroi, parce que c'est vrai que quand on est parent, quand on voit que son enfant n'est pas bien, on accueille, on est là. Et que de temps en temps, y mettre aussi un cadre, c'est pas forcément inintéressant. Tant que évidemment, voilà, cet amour et cette bienveillance est là, le cadre et les règles sont constructives. Tout à fait. Et ça, je trouve que la limite, en tous les cas en éducation, elle est très ténue entre pousser l'enfant à sortir un peu de sa zone de confort et aussi l'accueillir dans ce qu'il est en train de vivre. Et du coup, la frontière entre les deux, elle est difficile. Et je pense que c'est, pour moi, le sujet principal de l'éducation. Et elle n'est jamais la même entre les enfants. Donc on peut avoir 3 enfants, 5 enfants, 10 enfants dans la même famille. Exactement. C'est jamais les mêmes limites et le même timing. Les situations ne déclenchent pas les mêmes choses pour chacun. Donc l'expat, à chaque fois... donc ils sont expats, il y en a deux qui sont expats sur 5. Exactement, il y en a un qui habite Bangkok et une autre à Montréal, les 3 à Paris. Mais je vois bien que chez les enfants, il y a la fibre de partir à l'étranger qui est quand même pas mal là, pour cette richesse justement de rencontres, de partage, de découvertes. Donc ça, c'est sympa. Donc ça, c'est au niveau familial. Et comment on construit une équipe, comment on manage, comment on développe une entreprise à distance
sur un marché donc qui à partir du moment où tu es à Boston, tu penses anglais, tu vis anglais, tu vis States et tu développes sur la francophonie. Sur la francophonie, oui, tout à fait. Bah, écoute, le décalage horaire a du bon. Dans le sens où le matin, je démarre à 8h et de 8h à midi, en fait, j'ai la France au téléphone. Donc mes équipes savent qu'elles vont m'avoir sur le dos à partir de 14h. Vous êtes combien là maintenant ? On est 6. Ok. Et du coup, et l'après-midi, ça me permet de faire du travail de fond. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que je suis pas tout le temps, en fait, happée par des petits détails. On devrait se couper au moins une demi-journée. Ouais. Oui. Et ça, je trouve que c'est presque un avantage. À partir du moment où on peut refaire des voyages assez facilement, donc ça c'est bien. Après ça, écoute, Teams, Zoom et compagnie, moi je travaille avec ça depuis le début. Donc en fait, moi, toute cette découverte du télétravail ne m'a pas tellement dérangée. 2018, 2019. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, ça fait partie aussi, pareil, de l'ADN de mon entreprise, c'est que moi je pense que tu travailles bien quand tu es aussi bien dans ton rythme personnel. Et du coup, ce que j'offre aux personnes qui bossent avec moi, c'est de travailler un peu au rythme qu'elles veulent, pour pouvoir, pouvoir allier vie professionnelle, vie personnelle, pour avoir peut-être d'autres clients aussi. Et du coup, ça fait quelque chose qui est hyper harmonieux. Enfin, en tous les cas, pour nous, ça fonctionne vraiment très bien. Donc, en fait, j'ai des personnes qui sont basées à Paris, j'en ai à Barcelone, j'en ai à Montréal, j'en ai un peu partout. Ouais. Et finalement, ça fonctionne très bien. On se retrouve toutes les semaines sur Zoom pour une réunion d'équipe. Et puis après ça, j'ai les uns les autres au téléphone. Et vraiment, honnêtement... ça avance. Ouais. Ça roule. Et il y a eu une progression parce que, lancer une entreprise basée sur des jeux de cartes, au début, comment tu planifies, comment tu mets en place des budgets, des partenariats dans la distribution, comment en fait tu assois et tu développes une entreprise comme ça? Au départ, en fait, je faisais des mails, je prenais des rendez-vous, j'allais à Paris. Et puis, le Covid m'a beaucoup aidé, dans le sens où maintenant, avoir des rendez-vous en visio, c'est plus un problème, alors qu'avant, c'était compliqué. Comment c'est distribué Alors, les jeux, ils sont pas dans les librairies, principalement, parce que c'est plus un produit de librairie qu'un produit de magasin de jouets. Et puis, Amazon est notre site 2 minutes de bonheur. Okay. Donc, et puis après ça, il y a aussi... On fait des jeux personnalisés pour les entreprises pour leur permettre de pouvoir véhiculer leurs valeurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Donc, on a travaillé avec, par exemple, La Poste avec Veiller sur mes parents. On en a fait pour Familio aussi. On en a fait une série pour la SNCF. On a travaillé pour des mutuelles, la France Mutualiste, qui a été partenaire avec nous. Là, on en a fait pour aussi des sociétés d'aide à la personne, pour les aider. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir aussi aider les entreprises. Et ça reste des jeux en interne Souvent des jeux en interne, mais alors du beaucoup. coup, c'est pareil. Ça, c'est souvent... Ce que j'aime dire, c'est que je remets ma casquette de thérapeute et ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près des besoins des personnes. Donc faire les jeux personnalisés, c'est presque ce que je préfère faire. Parce qu'ensemble, on réfléchit, on réfléchit à leurs valeurs, on réfléchit à ce qu'ils ont envie de véhiculer, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à leurs clients ou à leurs collègues. Et ça, du coup, ça, c'est très intéressant. Et tu revis à chaque fois ce lancement, cette création. Quoi. Exactement. Et puis on met ça à leur couleur, on brand, ils ont des espaces de personnalisation, il y a le logo, il y a leur baseline. Donc ça peut faire des goodies, ça peut faire des produits de travail, ça peut faire plein de choses. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai... Il y a un vrai mode opératoire qu'on ne peut pas inventer. On se dit qu'on recrée un Uno, quoi. Donc recréer des règles, imaginer les interactions. Alors les règles, elles sont super simples dans les jeux. On lit la question et chacun répond en 2 minutes. Donc en fait, c'est quasi intuitif. D'accord. Et après, il y a embarquer, imaginer tous les scénarios. Ouais. Imaginer avoir ce côté, quand même créer une belle carte.
Il y a combien de cartes Il y a toujours 32 cartes? Non, il y a dans les boîtes, le générique, c'est 52 cartes. Ah oui. Après ça, on fait dans les personnalisés, on fait des boîtes de 32 cartes ou des boîtes ou des petits étuis de 15 cartes. Donc, il y a le branding, le graphisme, et après, il faut le créer. Donc, c'est des imprimeries? Bien sûr. Ouais. Alors, donc, on imprime en Pologne. Ouais. Et on a des super relations. C'est pareil, j'aime beaucoup avoir des relations. Pour moi, avoir des relations de qualité avec les gens, je peux pas dire le contraire, c'est quelque chose qui m'anime. Et on a des très belles relations avec cet imprimeur. Comment tu l'as trouvé? Par le via. Et puis en plus, ça, c'est merveilleux parce qu'elle parle français. Je ne parle pas le polonais. Donc, et puis, elle fait ça avec beaucoup d'intelligence. Enfin, ouais, très impliquée dans ce qu'elle fait. Donc, c'est une très belle imprimerie. Et donc pour développer après les partenariats avec les libraires, c'est de la librairie indépendante ou il y a, Non, il y a du on a un groupement? distributeur et le distributeur, c'est eux qui s'occupent de le déposer dans les librairies. Ouais. C'est un peu le même circuit donc que les livres, ok. Exactement, Ouais. exactement le même. Ok. Exactement le même. On penserait pas Mais je pense qu'il y a, ouais, il y a un gros écosystème de start-up qui sont en mode hyper croissante, qui auraient un intérêt, qui pourraient être intéressés par un jeu de cartes, du coup. Bah, clairement, c'est un outil génial. Enfin, tous ceux qui l'ont utilisé, qui les ont Distribué à fabriqués. chaque séminaire, une Exactement. fois par an, la BIM, Exactement. un coup. Puis ça permet de créer du lien parce on peut poser des petites questions. Par exemple, ça pourrait être quel est le prénom de tes grands-mères? En fait, mine de rien, c'est pareil. C'est un mot qu'on utilise beaucoup quand les gens, Ouais. après avoir joué, disent mais mine de rien, on s'est dit beaucoup plus de choses qu'on pensait se dire au départ. Donc, si je te demandais les prénoms de tes grands-mères, comme moi, je te dirais les prénoms de mes grands-mères. Je suis incapable de juste te poser là juste les prénoms. Je suis obligé après de raconter, d'expliquer, de dire bah oui, évidemment. Ouais. Elle était comme ci, elle était comme ça. Et puis après ça signe des générations. Ça signe. L'autre jour, et j'avais quelqu'un avec qui je racontais le jeu. Et puis justement, je lui ai posé cette question-là et elle m'a donné le prénom c'était un prénom qui était étranger. Et je dis, mais en fait, vous avez des origines étrangères? Elle me disait, oui, qu'elle arrivait du Portugal. Donc en fait, c'était super chouette. Donc on est parti dans une conversation autour du Portugal. Ouais. Et puis depuis combien de temps ils étaient là? La famille était là. Enfin, c'est génial. Alors moi, mes grands-mères qui s'appelaient Yvonne et Cécile, c'est très français, ça c'est sûr. Et puis ça dénote bien une génération, parce que des petites Yvonne, on n'en voit pas beaucoup. J'en connais une. T'en connais une. Et une grand-mère aussi. Ah ouais. Moi, c'est Suzanne et Paulette. J'ai pas connu Paulette. J'ai adoré vivre et côtoyer très, 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 très souvent et beaucoup Suzanne. Et c'est elle qui est passée sur celle dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Génial. Donc il y a 1 heure d'épisode. Bonus remasterisé, tu vois, par notre ingé qui a un petit peu amélioré la piste et c'est totalement intemporel ce qu'elle dit. Ouais, c'est vraiment un cadeau. Oh, c'est sympa. Et est-ce que tu as des routines aussi, un mode opératoire pour recruter à distance? Tu arrives à faire ça? Ou tu rencontres la personne Visio, ouais. Tu les as toutes embarquées en visio. Il y en a que j'ai jamais vu. Celle qui est à Barcelone, je l'ai jamais vue. Et du coup, ça ne me dérange pas du tout. Mais donc c'est dans la culture. Et ouais. toi, tu fais en sorte de quand même. Et après, tu es une professionnelle du lien, donc tu fais attention à ces liens entre les équipes aussi. Oui, mais oui, et puis les équipes, elles s'entendent vraiment bien. Il y a des parties de rigolade, il y en a quelques-unes qui habitent Paris, elles se voient, où elles font des choses ensemble. Enfin, donc c'est sympa, il y a vraiment quelque chose, il y a tout un espèce d'écosystème, mais on a un homme maintenant. Ah oui, donc et du coup je dis salut les filles et je dis ah non désolé, il n'est pas là depuis longtemps. Et lui il va partir habiter en Guadeloupe, donc c'est pareil, on va être sur le même fuseau horaire et top. Lui il nous fait toute la partie plus digitale et non il est vraiment trop génial, vraiment quelqu'un d'un grand talent. Enfin comme toutes les personnes qui bossent avec moi, je suis très gâtée, vraiment très gâtée.
Je travaille avec des gens qui sont investis, qui aiment ce qu'ils font, qui sont convaincus par le projet. Et Parce qu'ils sont écoutés et compris, surtout. Je Sûrement. ne sais pas, ça faudrait leur poser la question. Et dans le développement, il va y avoir d'autres recrutements. Bah, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Tu sais, c'est comme toutes les entreprises, on a des phases de croissance et il faut savoir avoir des phases de stabilisation. En ce moment, c'est... Plutôt une phase de stabilisation, mais je pense qu'on est au bout du palier de stabilisation et là, j'aimerais qu'on reprenne un petit coup de croissance là. Et du coup, bah, on est en train de la préparer, on digitalise beaucoup de choses, donc il va y avoir pas mal de choses nouvelles, donc c'est sympa. Génial. Et évidemment, le podcast y participe. Ah bah évidemment, évidemment. C'est devenu, c'est rigolo parce qu'il est arrivé après les cartes, mais vraiment, aujourd'hui, Bulle de Bonheur, c'est presque un peu un pivot. Parce que c'est lui qui fait le lien entre tout ce que je crée, Oui. que j'imagine. Tu peux avoir des idées, ça peut t'alimenter en idées sûrement. Exactement, tout à fait. Et tout de suite, c'est le lien, ouais, c'est la pièce maîtresse. Exactement, ouais. exactement, tout à fait. Et est-ce qu'il peut y avoir d'autres supports envisagés? Alors j'adorerais. S'il y a un support que j'aimerais beaucoup utiliser, c'est davantage la vidéo. Donc notamment sous la forme de motion design. Et du coup, pour justement, pareil, véhiculer tout ce qui touche autour du positif et du bonheur et de l'optimisme, qui sont vraiment quand même mon fer de lance, j'aimerais arriver à faire des motion design pour justement démocratiser, en fait. Et qu'on comprenne le pouvoir d'un merci, l'immensité que peut apporter un sourire, la force d'un rire, la gratitude avec tout ce qu'elle peut combler, et toutes ces petites choses, l'importance de la fantaisie, tous ces petits points-là, arriver à pouvoir faire, j'aimerais arriver à faire, ça c'est un de mes rêves, pouvoir faire une petite chaîne, tu vois, tout en motion design. Mais là, il faudrait que je me fasse aider parce que créer un motion design, ça coûte cher. Et parce que tu as déjà un partenariat avec une radio belge où oui. Tu as découpé, déjà valorisé et vraiment réduit au maximum cette valeur, ces 2 minutes de bonheur sur une 50aine de thèmes. Et c'est ces épisodes-là que tu pourrais mettre en motion design. Ouais. J'ai fait un test avec un, c'est complètement génial. Et maintenant, j'aimerais bien continuer à les sortir. Si je pouvais les faire sponsoriser, ça serait génial. Ok. Et donc un petit peu la vidéo, donc le digital. Et est-ce que, je sais pas, tout ce dont on parle aujourd'hui de web, de métaverse, de monde digital t'intéresse? Bah, ça me questionne. Comment l'adapter, c'est ça? C'est la question du moment. Oui, vraiment, pourquoi pas aller faire mon petit podcast dans le métavers sous la forme de mes petites capsules en 2 minutes. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Ne serait-ce que pour peut-être remettre un peu de réalité dans ce monde virtuel, justement. Trop virtuel. Et parce que je trouve que tout ça, c'est hyper intéressant, mais ce qui est, je pense, important, c'est tout est une histoire aussi d'équilibre. Et c'est d'arriver à mettre à la fois, par exemple, les cartes, elles sont print, mais il y a les podcasts qui viennent compléter, qui sont audio. Il y aura peut-être un jour les motion design qui vont être vidéo. Je vois dans les coffrets Un temps pour, j'ai mis des QR codes où on peut s'inscrire pour personnaliser son parcours. Donc tout le digital, il est présent aussi bien en papier. Le digital est présent, aux côtés du papier. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'aller en fonction des messages qu'on a envie de faire passer. C'est soit on va le faire sous la forme papier, soit on va le faire sous la forme digitale. Mais je pense qu'il ne faut pas en oublier un. Moi, je dirais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Il y a des bonnes choses aussi dans le papier. C'est important de savoir aussi les conserver. Et puis, des merveilleuses choses aussi dans le digital qu'il faut pousser en avant pour faire un bel équilibre entre tout ça. Encore plus potentiellement dans une famille aux 4 coins du monde. Exactement. Si on fait rapidement un zoom sur cet aspect d'optimiste et de positif, est-ce que tu as des
des points, des croyances limitantes ou des petites choses qu'il faut mieux se dire, des petites choses qu'on peut se mettre qu'on peut remplacer dans notre disque dur de la petite voix interne. Est-ce que tu as des petites clés comme ça que tu pourrais nous partager? Oui, bien sûr, avec joie. Si tu me lances sur le sujet, on est encore là pendant 2 heures parce que ça, j'en ai plusieurs. Mais écoute, il y en a une qui me vient à l'idée, donc c'est celle-là dont je vais parler. Très souvent, c'est un petit peu comme dans les podcasts, tout ce que j'entends. Si mon enfant était sage, j'irais mieux. Si j'avais plus d'argent, je pourrais faire ça. Et si, et si. Et en fait, on imagine souvent que le bonheur, c'est après un chemin sinueux, difficile, plein de cailloux, on va avoir un oasis qui va arriver, mais que pour tout ça, il faut que vraiment ça soit le parcours du combattant. Et en fait, je pense que cette croyance est une fausse croyance. Alors qu'en fait, le bonheur, c'est plein de petites choses dans le quotidien. Et que si on est trop focus sur ce qu'il y a au bout de la route, on les voit pas. En fait, on ne voit pas toutes ces belles choses qu'il y a à côté. Et on passe à côté. Et je dis souvent, sur le chemin qu'on a de notre quotidien, il est parsemé de petites fleurs. Et que celles-là, c'est important d'aller les cueillir et d'aller les chercher. Et toutes c'est le sourire de quelqu'un, c'est le moment qu'on passe ensemble, c'est dans la rue... avancer et puis voir un couple qui se tient la main, ça peut être un enfant qui se jette dans les bras de ses parents, ça peut être le sourire qu'on va faire à une caissière, ça peut être tous ces petits détails, la petite attention, le petit plat qu'on va préparer pour celui qu'on aime, un petit message qu'on envoie à celui qui est allé chez le médecin. Voilà, tous ces petits détails, toutes ces petites choses du quotidien, c'est important d'aller les piocher. Et parce que quand on est trop focus vers le bout de la route, on oublie de les voir. Et en plus, ces petits moments sont éphémères. Donc c'est pas parce qu'on arrive un jour potentiellement, il y a même pas vraiment de point d'arrivée, mais le bouquet de fleurs, il nous attend pas à l'arrivée avec tous ces moments d'un coup qu'on va avoir. Exactement. C'est vraiment ouais. Alors, ceci étant dit, il ne faut pas non plus être naïf. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas qu'un magnifique chemin sablé et merveilleux avec des paysages sublimes. Non, il y a des tempêtes, des orages, des cailloux. Et à côté de ça, au milieu de ça, il y a aussi toutes ces petites pâquerettes. Ces petites pâquerettes, exactement. Où on peut faire « je t'aime » un peu. À la folie. Et est-ce que tu tiens, je sais pas, tu écris, tu documentes un petit peu tout ce quotidien, tout ce chemin. Pour moi, personnellement, quand je me couche le soir, je me fais la petite liste, mes 3 petites bons moments du jour. Et quand j'ai commencé, au départ, c'était vachement dur. Je disais, mais waouh, c'est pas si facile. Et puis en fait, au bout d'un moment, les 3 sortent en 3 secondes. En 3 secondes, et puis on en a plein 15. D'autres. Et puis après ça, on arrive à les attraper au fil de la journée. C'est ça qui est chouette aussi. Et tu continues à aller chercher, nourrir cette curiosité de ce qui se passe dans les études, les recherches, J'arrête jamais. Tout ça, parce que ça évolue. Oui. Ça évolue parce que les neurosciences, c'est surtout celles-là qui m'intéressent le plus. Et dans les neurosciences, on n'en est qu'aux prémices. Il y a tout le temps des choses passionnantes qui sortent sur le développement du cerveau, sur une meilleure compréhension. Et c'est génial. Est-ce que, avec ton regard, tu arrives à voir des choses qui, en fait, se contredisent ou ça va dans le même sens ? Il y a beaucoup de choses qui vont dans le même sens. Maintenant, tu peux trouver, bien sûr, à boire et à manger. Enfin, ce que je regarde, c'est que dans les études qui sont faites, je regarde combien de personnes ont été interrogées ou combien de personnes... Parce que si c'est un groupe de 50 personnes, c'est moins intéressant. Alors qu'un groupe où il y a vraiment une quantité importante de personnes et puis que l'étude a pu être menée sur un bon moment, il y a des choses intéressantes à l'épuiser. Mais il y a des choses qui sont passionnantes et là, des dernières thématiques sur lesquelles je travaille, c'est tout ce qui touche à la motivation. Parce que je pense que ce qui vient de nous, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, en fait. Et ça vient un peu corroborer ce que je disais aussi tout à l'heure à propos du fait que quand ça vient de soi, c'est complètement différent. Mmh. Et là, il y a des nouvelles théories qui sont sorties il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui sont très intéressantes et sur lesquelles je vais aller me pencher. Et donc ça, c'est... Non, je n'arrête jamais. Parce que je crois que, tu sais,
J'ai un peu un mentor, c'est une femme qui s'appelle Brené Brown, qui a travaillé notamment sur la vulnérabilité, sur l'imperfection. Et que je pense que quand on s'accepte vulnérable et imparfait, en fait, on est tellement heureux. Parce qu'on a besoin des autres pour avancer, d'une part, et puis d'autre part, on questionne quand on a des interrogations. Donc, du coup, on se sent en fait moins seul. Et puis, ça donne une force, paradoxalement, par rapport à ce que beaucoup de personnes pourraient croire, ça donne une force absolument incroyable. Oui, parce que alors déjà, on économise du temps à essayer d'être parfait. De l'énergie. On économise beaucoup de frustration parce que c'est pas possible. Ça serait bien vide ce monde-là de tout parfait. Et j'ai perdu le fil. De ce monde mais tu as raison. On passe beaucoup d'énergie à vouloir être parfait, beaucoup de voilà. beaucoup de frustration. On encaisse beaucoup de frustration et surtout pour quelque chose où quoi qu'il arrive, les gens parfaits, ça n'existe pas. Et on n'a pas peur de se montrer tel qu'on est. On n'a pas peur de se planter, d'être ridicule, de manquer quelque chose, puisque en fait on sait être comme on est à l'instant où on l'est, devant la personne où on est en retard, où on a bafouillé, où on trouve pas ses mots. Exactement. Et puis voilà. Tout à fait. Puis prendre un petit peu de recul. Ce qui m'arrive à un instant T n'est pas toute ma vie. Ouais. Si je bafouille pendant que je fais une interview, c'est pas toutes les interviews que je vais bafouiller, même si l'interview d'après, j'aurais plus peur que la normale parce que la précédente a été un peu loupée. Du coup, c'est prendre conscience de tout ça et puis d'accueillir ça un peu au jour le jour et que ce qui se passe un jour n'est pas toujours. Ok, super pépite et effectivement, je crois que nous le rappeler, c'est aussi ça qui est, je pense, intéressant avec les jeux que tu as créés, puisque tout au long du chemin, on va avoir plein de raisons d'oublier tout ce qu'on a bien fait, tout ce qu'on a bien mis en place, et voilà, ces piqûres de rappel positives te remettre tout ça dans Exactement, parce que c'est ça. Tête. Alors là, pour le coup, scientifiquement, c'est prouvé, c'est que notre cerveau, il est malgré tout un peu forgé pour le négatif et pour voir le danger. Ça, c'est notre héritage même de Cro-Magnon. Pour survivre, il fallait qu'il guette le danger. Heureusement. Et heureusement. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Cependant, c'est toujours un peu en tête. Donc, on a toujours ce biais, ce qu'on appelle le biais de négativité, donc qui est à voir les choses du mauvais côté plutôt que du beau côté. Et là, pour le coup, maintenant, on a compris qu'avec de l'entraînement, c'est quelque chose qu'on peut changer. Donc ça vaut le coup de dire à tous nos auditeurs allez-y, sans modération. Vous allez vous faire du bien, et non seulement vous allez faire du bien, mais vous serez en meilleure santé. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et vous vivrez plus longtemps. Oui, mais donc, ça, c'était ce que j'allais dire. C'est un jeu d'utilité publique. Ah, complètement. Ça devrait être remboursé par toutes les sécurités sociales. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais en fait, c'est une solution non médicamenteuse. Je dis, c'est exactement ça. Et justement, un axe de distribution ou d'aller dans les écoles ? On a commencé un petit peu, on a même rencontré un rectorat. Donc ils nous ont dit on est hyper intéressés parce que vous nous avez partagé du fait que ça fonctionne très bien dans les écoles et que les enfants adorent ce jeu parce que ça vient créer aussi du lien entre les enfants, ça apprend le respect, l'écoute, donc il y a quand même beaucoup de compétences en fait qui sont quand même touchées et qui sont intéressantes. Les soft skills. Exactement. Et là ils nous ont demandé nous d'aller plus loin et d'aller expliquer pour chaque carte quelle est la compétence qu'on touchait. Et puis l'étude qui était rapportée, et puis derrière de préparer un petit fascicule pour les instituteurs pour qu'ils puissent comprendre quand ils veulent faire du lien, quand ils veulent travailler la bienveillance, quand ils veulent travailler, etc., la joie. Faire coïncider le programme, quoi. Voilà, globalement, c'est ça. Ok. Et quelle carte ça prend, voilà. Donc on a ce travail-là à fournir. Et dans ce cas-là, ça serait... une distribution... Non, parce qu'après ça, ils ne distribuent pas, ils pourraient être prescripteurs. D'accord. C'est-à-dire nous dire, voilà, il y a ce jeu, on l'adoube, on sait que c'est bien, on a vérifié, etc. Et toutes les structures un peu plus privées ?
Alors à côté de ça, je te dis ça, mais par exemple, il y a une mairie à Paris qui distribue pour la sortie des écoles élémentaires. On leur a fait des petits jeux personnalisés pour tous les élèves. Donc c'est sympa, ils vont partir en vacances avec des petits jeux qui sont trop sympas. C'est mieux que le cahier de vacances exactement, bidon qui reste... Donc, et il est super sympa, c'est jaune. Et du coup, tu as un petit bonhomme, parce qu'on a des petits bonhommes bulles. Donc, oui. Et du coup, qui sont super sympas. Et il y en a un qui est dans une bouée. Enfin, c'est trop sympa. Donc, on a fait vraiment des questions qui iront pour des enfants du CP jusqu'au CM2. Quelle aventure! Oui, une aventure humaine, avant tout. Et tiens, est-ce que quelques... Enfin, il y a un de tes enfants qui serait intéressé par contribuer un peu? Ils ont tous un peu contribué à leur manière. Alors, j'ai une fille qui est psychologue, donc on a beaucoup d'échanges et de discussions autour de ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus fortiches, qui sont davantage poussés pour tout ce qui est digital. Donc, ils me font des suggestions, donc qui sont intéressantes. Et puis, je discute avec eux. Non, ils sont vraiment chouettes. Ils en parlent aussi autour d'eux. Donc, oui, c'est évidemment les premiers ambassadeurs. Ah exactement, exactement. Génial. Avant de clôturer, on a l'habitude de poser quelques petites questions. Est-ce que tu aurais une culture, un pays que tu aimerais découvrir? Excellente question. Un pays que j'aurais envie de découvrir, je pense que j'aurais envie de découvrir l'Amérique du Sud. J'aimerais aller monter en haut du Machu Picchu. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Et puis, j'ai une belle-sœur bolivienne, donc c'est des choses que je devrais pouvoir faire. Et j'aimerais bien le faire avec elle et avec mon frère. Et ça, j'aimerais vraiment monter en haut du Machu Picchu. Voir le désert de sel aussi. Ouais, ça, j'aimerais vraiment bien. Avec qui aimerais-tu prendre un café si tu avais le choix? Avec Brené Brown, évidemment. Ouais. Cette femme américaine qui est, je trouve, tellement incroyable. Son TEDx est vraiment canon. Elle a une gaieté en elle est géniale. Hyper américaine dans sa manière de dire les choses et tout. Mais avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour. Je la trouve géniale. Vous iriez prendre un café avec un anneau pour pas se brûler. Exactement, exactement. Génial. Est-ce que tu aurais une ressource qui n'est pas produite par 2 minutes de bonheur, une ressource à partager, ce que tu veux, un livre, un autre podcast, une série, un film, une expo, ce que tu veux qui te vient à l'esprit là? Alors, si, ce que j'aurais envie de partager, c'est 2 petits podcasts que j'écoute tous les jours, qui durent 5 minutes, qui sont les revues de presse internationales. Et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je trouve ça extraordinaire qu'en 5 minutes, sont 2 podcasts différents. Ils racontent jamais la même chose l'un et l'autre. Donc, Tu peux entendre les deux, tu entends des choses différentes. Donc, ça, je trouve ça génial. Et puis, je trouve que ça me donne des informations sur la vie économique ou sur la vie de ce qui se passe dans le monde d'un point de vue assez positif et pas... c'est assez factuel. Oui. Et finalement, c'est ce que moi j'attends un petit peu des pour journalistes. Te tenir au courant de de tout ce ça. Qui se passe. Et on ne tombe pas de temps en temps dans un espèce de misérabilisme ou un catastrophisme que moi, personnellement, je trouve... qui ne me va pas, en tous les cas. On a éteint depuis longtemps cette partie-là, médiatique. Exactement. Et du coup, ça me correspond bien. Ça doit être une ressource importante pour beaucoup d'expatriés. Oh, certainement. Sûrement. Encore plus peut-être que... Moi, tu vois, je connaissais pas. Tu connaissais pas? Non, franchement, elles sont vraiment bien faites. Si tu avais un bouton devant toi, nos limites, qu'est-ce qui l'actionnerait? Alors, le bouton No Limites, déjà moi. Et qu'est-ce qui te permettrait de faire, ou qu'est-ce qui permettrait de faire au global? Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire J'aimerais que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait des petits jeux partout dans tous les foyers, que ça soit vraiment que les jeux de minutes deviennent les Uno de la relation. Ça me plairait beaucoup. Ça va être pour le côté pro. Et que pour le côté perso, c'est avoir plein de temps tous ensemble.
On est nombreux parce qu'on a eu plein d'enfants. Donc, on a eu 5 enfants. Ils sont mariés pour la plupart d'entre eux. Et du coup, j'ai envie de passer du temps avec eux pour qu'on arrive à vivre des moments de qualité tous ensemble. Ouais, ça, c'est des choses qui me plairaient. Donc synchroniser un peu plus souvent et facilement les agendas. Exactement. Et les fuseaux horaires. Ce qui n'est pas toujours évident. Ah, je comprends. Un grand merci, Raphaël. J'ai passé un super moment et j'ai appris encore plein de choses. J'ai eu plein de belles piqûres de rappel. C'est toujours un plaisir et toujours bénéfique. Eh bien, écoute, en tous les cas, un immense merci, Gaël, de cette invitation. Écoute, l'aventure humaine et 2 minutes de bonheur est une aventure humaine et ravi d'avoir pu participer et d'avoir été là. J'invite donc tout le monde à évidemment aller écouter le podcast Bulle de bonheur en premier. Et je pense que j'aurai pas besoin, mais juste après, naturellement, vous allez vouloir au moins un jeu de cartes et puis un autre jeu et puis en offrir. C'est un vrai cadeau très très simple, très facile et très positif. Et t'as raison. Et d'ailleurs, c'est ce qui montre que ça plaît, c'est qu'il s'offre énormément. Ouais. Offrez-le à vous et puis prenez-en 10. Allez. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi comme aux autres. Une petite bulle de bonheur. Belle pépite et très très belle semaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.